Bonsoir, bienvenue en direct du village du Moselle Open où nous connaissons les finalistes de cette nouvelle édition. Un tout petit suspense, le temps de vous présenter non pas les deux finalistes mais les trois intervenants. Julien Bouter, le directeur du tournoi. Bonsoir Julien. Bonsoir Jérôme. Merci de nous accorder quelques instants dans une journée toujours très chargée. À vos côtés, en face plutôt, Baptiste Deveau. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Jérôme, bonsoir Julien. Et Arnaud Demerlet, bonsoir. Bonsoir Jérôme, salut Julien. Les deux indéboulonnables de cette émission spéciale, tous les soirs, donc 18h-19h sur Moselle TV. Alors, je le disais, on connaît les deux finalistes et c'est une finale surprise puisque ce sera Sonego-Bublik. Vraiment une grosse surprise, non? Quand on a un tableau comme celui du Moselle Open au départ. On s'y attendait de toute façon. C'est vrai que quand le tirage au sort est sorti, il y avait une telle densité même dès les premiers matchs. Et on se rend compte, vu l'engagement et le niveau physique et tennistique demandé dès le début, c'est normal que ça laisse des traces. Et puis on se rend compte que, comme le match tout à l'heure de Hurkacz, ça se joue à pas grand-chose. Le match de Stan et Medvedev, pareil. Donc ça corrobore un petit peu ce qu'on disait, c'est que dans les 100-150 meilleurs joueurs du monde, il y a une densité qui est juste hallucinante. Et c'est vérifié ici. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on laisse les sportifs inscrire leur nom et le destin d'un tournoi, et heureusement que tous les premiers ne gagnent pas toujours. Les plus anciens diraient c'est la glorieuse incertitude du sport. Avant de passer la main à Baptiste et Arnaud, ça n'est pas un peu dommage quand on a pris tant de peine avec Joe Tsonga, Thierry Assion et puis tous les autres, et vous, pour monter un plateau comme celui-ci, dont on a dit et répété pendant des semaines que c'était sans doute le plus fort jamais eu. C'est pas dommage de se retrouver avec Sonego-Bublik, même si ce sont des très bons joueurs. On a vu Sonego notamment tout à l'heure en demi-finale qui nous a donné des frissons. Mais c'est évident, on a toujours, quand on voit le tableau, on a entre guillemets une finale rêvée, ou peut-être 2 ou 3 noms. Mais après, pas du tout. Non, j'ai vraiment pris beaucoup de distance par rapport à ça, parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise. On maîtrise son plateau, on maîtrise la construction et les joueurs qu'on a envie de montrer au public. Après, on est dans le sport et c'est des belles histoires. Quand Djokovic gagne, bon, voilà, on se dit est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Et puis au final, maintenant, c'est un des grands moments de ce Moselle Open. On a vécu des grands matchs, certainement le plus beau, entre Medvedev et Wawrinka cette semaine. Donc non, on a eu un lot de surprises. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a eu des gros matchs dès le début. Et l'importance pour moi d'un spectacle, c'est justement d'avoir cette garantie de niveau de jeu, d'opposition dès le lundi, parce que sinon les gens ils prendraient que des places pour la demi-finale et la finale, et le reste de la semaine serait très triste, alors que là, non, on a eu une semaine très dense, incroyable, mais par contre, demain il y aura du spectacle, parce qu'on a quand même deux joueurs qui ont un des caractères et des personnalités, et je pense qu'on va se régaler. On va revenir donc sur cette finale. Pour ajouter, pour corroborer les propos de Julien, ce sont deux joueurs qui vraiment explosent depuis plusieurs saisons. C'est pas n'importe qui, hein. Lorenzo Sonego, c'est un top 20 ou quasiment en début d'année, meilleur classement 21e au mois de février. Et puis Alexander Bublik, il n'a que 25 ans et il explose véritablement cette saison, puisque ça sera sa 3e finale. Au meilleur de son classement, il a été 30e joueur mondial. Donc encore une fois, ça prouve la densité dont parle Jérôme. Et ce sont Julien, ce sont vraiment deux joueurs qui ont mérité, au regard de leur parcours, d'arriver en finale. Grosse surprise quand même, Baptiste, quand on regarde le tableau, évidemment. Voilà, quand on regarde le tableau, on voit les têtes de série. Les matchs de Lorenzo Sonego, ça a été très solide. Il n'a jamais été vraiment inquiété durant ces rencontres. Donc cette place en finale est vraiment méritée. Bublik, il profite malheureusement de l'abandon de Stan Wawrinka, mais c'est aussi, il a fait un gros match contre Rune avec son service et ses parpaings qu'il a envoyé tout le match. C'était vraiment incroyable et ces deux joueurs méritent d'aller en finale. Et c'est pas vraiment une surprise au niveau du jeu produit durant la semaine. Prenons les choses dans l'ordre. Donc première demi-finale, 14h, c'était sur le court central Patrice Dominguez. Ça a duré 1h39 et donc Lorenzo Sonego, mine de rien, s'offre le vainqueur de l'édition précédente. Hubert Hurkacz, qui jusqu'ici avait plutôt déroulé. Il était assez confortable dans ses rencontres. Il a été rarement malmené. Et c'est peut-être ce qui lui a manqué. Puisqu'il s'est retrouvé à 6 partout dans le tie-break du premier, il break tout de suite, il a un mini-break d'avance, et là il sert 2 fois, il a 2 balles très faciles à jouer.
qui sont presque anecdotiques pour lui, 2 balles courtes. Il les attaque pas vraiment franchement, il se fait contrer à 2 reprises, hop, il se retrouve avec un break de retard. Et c'est comme ça, à un moment, que la mécanique se casse un petit peu. Et après, la confiance chez l'Italien s'installe. Il va chercher un peu le public, un son un peu plus chaud. Et il maintient Hurkacz un petit peu dans cette situation d'entre-deux eaux. Et il n'a jamais réussi à sortir. Et j'aimerais juste, par rapport à ce match-là, faire un petit clin d'œil. Est-ce que tu as remarqué la particularité de ce match-là, de ces 2 hommes? Parce que je sais que tu es un grand spécialiste et tu aimes bien les petites anecdotes. Arnaud de Merlet. Alors on sait. Alors j'ai une anecdote, mais je ne sais pas si on a la même. Est-ce qu'elle a un lien avec un triple vainqueur du tournoi? Non. Ça c'est autre chose. Elle a un lien avec quelqu'un qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Oui, Hubert Hurkacz est le dernier à avoir joué en compétition officielle. Et battu, un certain surtout. Roger. Oui, il l'a joué, il l'a sorti, il l'a mis à la retraite. Quoi. Donc le dernier joueur qui a battu Federer, c'est Hurkacz. Ouais. Et le dernier joueur qui a perdu contre Roger, c'est Sonego, le tour avant en huitième de finale à Wimbledon. Donc on avait un match avec c'est vrai. Voilà. Je sais que c'est des petits clins d'œil. J'adore, effectivement. Alors sur Hubert Hurkacz, revenons sur lui avant de parler de l'Italien. Il avait eu plutôt une semaine assez confortable. Il est arrivé dès le dimanche, montrant aussi toute son application dans le tournoi. Comment vous expliquez cette défaite en 2-7 Donc il n'y a même pas eu de 3e manche. Tout simplement par la qualité de son adversaire. On l'avait dit hier dans cette émission, Lorenzo Sonego, il a tout simplement les clés face à Hubert Hurkacz. On rappelle la stat justement, c'était la 4e confrontation, 3e victoire pour Lorenzo Sonego face à un joueur qui va sortir du top 10 donc pour être désormais 11e mondial. À la place, c'est Yannick Sinner, donc double bonne raison pour le tennis italien. Mais effectivement, Hubert Hurkacz, il a été sans solution, 0 balle de break lors des 2-7. Et finalement, le rouleau compresseur sur ce match, ça a été Lorenzo Sonego. Tu le disais, Julien, il s'est mis dans la poche le public. Au début, le public, il était pour Hubert Hurkacz, le tenant du titre, le joueur un petit peu phare. Et puis au fur et à mesure, Lorenzo Sonego, avec sa rage, sa détermination, son jeu aussi, parce qu'il va chercher les points. Il fait pas semblant. Et puis il a sorti des coups incroyables. Dans le premier jeu du 2e set, il nous sort un point avec la raquette entre les jambes. Donc, il la sauve, mais il perd le point. Il perd le point, mais forcément Lorenzo Sonego, il a marqué des points vraiment sur ce match. Et pour moi, c'est plus Lorenzo Sonego qui a été chercher le match que Hubert Hurkacz qui l'a perdu. C'est vrai qu'il a cassé le rythme que pouvait laisser, qu'a mis en place Hubert Hurkacz. Il a vraiment été tranchant, il a tout de suite mis du rythme dans cette rencontre, alors qu'on a senti un peu Hurkacz laisser un peu courir le match. On l'a senti un peu dépité par l'adversité qu'il avait en face de lui. Il ne savait pas trop comme Julien le disait, c'est qu'il ne s'attendait pas à avoir autant d'adversité parce qu'il n'a pas eu ça les tours précédents. Donc là, il était face à quelqu'un, il n'avait pas le rythme qu'il aurait pu avoir en ayant joué plusieurs matchs avant. Et on sait qu'il y a des, en fonction un petit peu des provenances de chacun, on sait que les joueurs de l'Est ont des filières de jeu qui sont quasiment systématiquement communes. Et je sais même à mon époque, je savais quand on jouait ces joueurs de l'Est, il fallait jamais leur proposer 2 fois la même balle. À chaque fois, il fallait varier les hauteurs, les effets, les profondeurs. Parce qu'une fois qu'ils commençaient à rentrer 1 fois, 2 fois dans la balle et à frapper 2-3 coups identiques, et ben, ils prenaient l'ascendant, ils étaient très très forts. Mais par contre, dès qu'on les sortait justement de leur schéma et de balles entre guillemets classiques, et ben, tout de suite, ils perdent leur question de profondeur, ils arrivent moins à s'adapter, ils ont des coups moins tranchants. Et c'est ce qu'il a fait parfaitement tout le match, en truquant entre guillemets un petit peu le jeu, proposant à son adversaire que des solutions ou des coups un petit peu différents. Et on a vu Hurkacz, effectivement, même dans ses déplacements, se déplacer vraiment très très bien latéralement. Mais à chaque fois qu'il y avait des changements de rythme, des balles plus courtes, et ben on le voyait, il hésitait. Et ça a été son problème d'ailleurs au début du tie-break, puisqu'il y a eu 2-3 balles courtes. Il fallait vraiment aller les chercher, il les a un peu attendues et il s'est fait trouver derrière. On va parler maintenant du vainqueur, Lorenzo Sonego. C'est sa 2e tête de série, mine de rien, depuis le début de la semaine. Donc ça n'est pas volé. Et lui, il a proposé un tennis très offensif. Il adore le service volé. On l'a vu à l'aise. Il envoie aussi des pains ou des parpaings, comme dirait Baptiste Deveau en première balle. Mais il sait quasiment tout faire, ou presque. Ah bah oui, maintenant, alors il y a 20 ans ou 25 ans, pour faire partie des 10, il fallait un coup fort. Maintenant, pour être dans les 100, il faut 1 ou 2 coups forts. Donc le tennis a complètement évolué. Les joueurs ont très peu de faiblesses et on se rend compte que ça joue sur des petites choses, des adaptations, beaucoup plus l'opposition. Et quand on l'a vu d'une part avec aussi Medvedev contre Stan. Stan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé du jeu
en ouvrant les angles, en variant des chips, des lifts, en venant au filet. Et Medvedev, qui a son jeu un petit peu stéréotypé, il est resté dans son schéma. Il n'a jamais pu en sortir. Et c'est exactement le même type de scénario aujourd'hui face à un joueur qui a très bien servi, qui a tenu sa première balle et qui était capable systématiquement de varier et en plus voilà, se mettre le public dans la poche. Et c'est de l'énergie qui est indispensable, qui a servi Stan depuis le début de la semaine. Et Sonego a parfaitement utilisé sur ce match. Alors Lorenzo Sonego qui a sorti un certain Gilles Simon, et c'est là que vous vouliez placer votre anecdote, non pas celle qu'a donnée tout à l'heure Julien Bouter. Alors j'ai souvent enfin, je n'ai pas souvent forcément le semaine. nez creux, mais alors c'est facile à dire après. Mais dès la victoire de Lorenzo Sonego face à Gilles Simon, j'ai dit à Baptiste, tu verras, Sonego, il gagnera ou il ira en finale. Pourquoi? Parce qu'on est tous d'accord pour dire que Gilles Simon, c'est un peu un révélateur dans un tournoi. Ok, c'est plus forcément le joueur d'antan, même s'il a montré de très belles choses sur ce tournoi en sortant David Goffin. Et donc la stat, en fait, c'est que quand on élimine Gilles Simon au Moselle Open, on va au moins en finale. Je pense que Julien, tu t'en rappelles, 2017, deuxième tour, Gilles Simon est éliminé par Peter Gojowczyk, l'Allemand issu de qualification, s'envoie le tournoi. 2019, deuxième tour, Gilles Simon est éliminé par le Slovène Aljaz Beden, qui tombe simplement en finale face à Jo-Wilfried Tsonga. Et donc là, Gilles Simon, qui a été le seul, il faut le préciser, à prendre le service en 4 matchs de Lorenzo Sonego. Gilles Simon a donc perdu contre l'Italien. L'Italien est donc en finale avec potentiellement une chance de s'imposer. CQFD. Et puis ses défaites contre Joe en finale. Et Joe a gagné aussi le tournoi, donc ça renforce votre statistique. Baptiste, il vous plaît cet Italien, ce joueur très spectaculaire, parce qu'il n'hésite pas à monter au filet, à mettre le public dans la poche, Je à pense jouer que comme avec. le public, j'ai été conquis par ce joueur. Hein. On s'attendait peut-être pas à ce qu'il brille autant, mais par tout ce qu'il a montré, sa force et surtout son passé, on sait qu'il a mis beaucoup de temps à émerger. Il n'a pas joué de grand chelem en junior, donc c'est vraiment un joueur qui s'est révélé sur le tas. Il est aussi barré par beaucoup de joueurs italiens de grand renom. Il a su faire sa place au milieu de tous ces grands joueurs italiens. Et donc non, je suis vraiment content pour lui. Ça fait plaisir de le voir briller ici à Metz et il le mérite par tout ce qu'il a pu faire dans sa jeunesse et début de carrière. Et puis c'est un joueur vraiment tout terrain, parce que c'est vrai que les Italiens, on peut penser comme les Espagnols que c'est un joueur essentiellement sur terre battue. Pas du tout. On le voit cette semaine. Il a été finaliste à Vienne il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 saisons. Il avait éliminé Novak Djokovic. Vienne, c'est en indoor. Et puis même, il a fait une finale à Eastbourne, et Eastbourne sur gazon. Donc encore une fois, c'est un joueur qui peut s'acclimater un peu partout. Et c'est le cas cette semaine. On l'a senti vraiment dès le premier match. Il sent très bien la balle. Et sur le match vraiment contre Hubert Hurkacz, ce qui transpirait, c'est qu'il était en chaleur. Vraiment, il réussissait à peu près tout. Donc vraiment, on va en reparler. Mais pour moi, c'est le favori de la finale. Alors, c'est sa deuxième finale en indoor. Avant de passer sur la deuxième demi-finale et donc le deuxième nom du finaliste qui sera opposé à Lorenzo Sonego, je vous propose qu'on écoute le joueur italien juste après sa qualification. Yeah, really positive because I improved my tennis and I'm improving every day. And yeah, I'm happy. This year was a really tough year for me with good match but no result positive. But yeah, now I reached my first final and I want to enjoy my game. Yeah. I played my best tennis and I played so good, and I wanna go on court tomorrow with the same energy, and I hope to see the same. Voilà donc le premier. Il est plus flamboyant sur un terrain de conférence de presse. Largement. Le premier finaliste, donc Lorenzo Sonego, vainqueur en 2-7, 7-6, 6-4 face au vainqueur de l'année dernière, le Polonais Hubert Hurkacz, en 1h39. Ça a duré un peu moins longtemps, malheureusement, pour le deuxième match. 17 petites minutes et puis il s'en va, puisque Stan Doman s'est retiré. Il y avait 2-1 en faveur d'Alexander Bublik. C'est donc le Kazakh qui ira en finale demain. C'est dommage parce que c'était une belle histoire qui était en train de naître entre Stan et le public des arènes. Oui, après, il y a des choses qu'on maîtrise, on en parlait.
Malheureusement, le tennis c'est un sport individuel, c'est pas un sport d'équipe. S'il y a un joueur qui est blessé dans une équipe, automatiquement on peut le remplacer et ça se voit moins. Mais le tennis, la sanction elle est immédiate. Alors effectivement, il avait déjà bataillé avec 2 tours de qualification. Donc là, il a pratiquement fait le nombre de matchs pour aller au bout d'un tournoi, puisque les 2 matchs de qualif plus le reste. Et puis comme il était en reconstruction pour retrouver un certain niveau, après il l'a retrouvé, on en est certain. Et donc j'ai échangé un petit peu avec lui juste avant qu'il parte. Il était ravi et il dit ben voilà, tu sais, j'ai 37 ans, là j'ai une sacrée contracture, si je tire je peux éventuellement aller au claquage. On sait que voilà, à cet âge-là, un claquage, ben, c'est nouveau 2 mois, 3 mois, plus le temps de revenir. Et là, c'était la fin de sa carrière automatiquement. Donc la raison prime dans ces moments-là. Il était affecté dans les vestiaires parce qu'il avait retrouvé à peu près toutes ses sensations qui ont fait de lui le triple vainqueur de Grand Chelem. Il était numéro 2 ou 3 mondial. Donc il était aux anges. Et il repart quand même avec une grosse dose de satisfaction. Mais pour nous, effectivement, c'est dommage de ne pas pouvoir avoir une confrontation qui, même si Bublik, je pense, s'en serait sorti quand même. Parce qu'on a vu hier, c'était le 2e match, Stan a appelé le kiné. Il y a eu un doute aussi à ce moment-là sur le fait qu'il puisse terminer la partie ou que peut-être il la lâche, mais qu'il ne se batte pas, alors qu'il est allé jusqu'au bout et a souhaité remporter, se qualifier en demi-finale. Michael Ymer, le Suédois. Ouais, surtout que Ymer, alors il est peu connu, mais c'est un joueur qui oblige à travailler énormément. Il donne pas grand-chose, il se déplace, mais c'est un chat sur le terrain, il va très très vite et il propose toujours un coup de plus, et c'est quelqu'un qui est aussi très malin et on l'a vu, il a pas renoncé, il voulait aller au bout de ce match-là. Alors effectivement, en plus c'est des surfaces qui sont très abrasives. Je le rappelle, les surfaces là, vous imaginez une toile Emery, un joueur qui joue une semaine ici, il va bouffer 2 à 3 paires de chaussures. Donc c'est des surfaces qui sont quand même très contraignantes, même si elles sont agréables en termes de rebond, mais ça accroche énormément. Et c'est sûr, quand on achète 4 matchs de cette intensité en 5 jours, ça laisse des traces. Mais non, il était confiant même hier. Il dit oui, je suis fatigué, mais ça va. Le corps réagit bien. Donc, et puis en début de match, avec le stress, l'enjeu, un faux mouvement, il y a tout de suite des alertes qui sonnent. Un mot avant d'entendre Arnaud et Baptiste, ils ont peut-être des anecdotes. C'est quand même une belle histoire, cette résurrection de Stan au Moselle Open pour vous. C'est une satisfaction malgré cet abandon en demi-finale. Oui, parce que au même titre que l'année dernière, quand on voit aussi Andy Murray revenir avec un très bon niveau de jeu, voir ces joueurs parce qu'ils ne sont pas nombreux, avoir gagné des grands chelems ces 20 dernières années, pratiquer leur tennis, se proposer aussi au public, et puis avec un niveau de jeu tout proche de leur meilleur, c'est une grande joie. Et comme je le disais, ils nous ont certainement, avec Medvedev, proposé le plus beau match de l'histoire du tournoi. Oui, puisque 2 joueurs qui ont gagné des grands chelems qui se sont affrontés ici, ou qui s'affrontent dans les 250, il y en a très très peu. Et effectivement, ça a été un moment fort et on était ravis. Arnaud, une belle histoire cette semaine. Histoire, vous l'aimez à la rappeler, un peu contrariée entre Stan et le tournoi, puisque voilà, il est venu, il n'est pas venu, il est revenu. Alors c'est vrai, alors juste pour la petite histoire, c'est vrai qu'on se rappelle aussi de 2010, Richard Gasquet qui avait, alors lui c'était déclaré forfait juste avant la demi-finale contre Mischa Zverev, il avait attrapé froid aux arènes de Metz. Et effectivement, Stan Wawrinka, c'est un peu une histoire contrariée comme avec le Moselle Open, c'est la très belle histoire de cette semaine parce que très honnêtement, personne ne croyait qu'il allait mater Daniil Medvedev. Il a quand même gagné, en l'occurrence, 2 matchs en qualif et 3 matchs, il me semble, dans le tableau final. Ça lui est pas arrivé depuis 2 ans. Donc ça c'est génial. Dont 3-7 contre Pyros en qualification. Ouais, t'aimes bien retenir... J'aime bien ce nom-là parce que Pyros met le feu, ça a été un jeu de mots que j'avais particulièrement apprécié. Ok. Voilà. En tout cas, effectivement, Stan Wawrinka et le Moselle Open, on se rappelle tous de 2014. Il devait venir, c'était signé. Et puis malheureusement, il remporte... Enfin, malheureusement pour le tournoi, il remporte l'Open d'Australie en tout début de saison. Forcément, il n'a pas forcément la tête à venir au Moselle Open, qui est un tournoi un petit peu moins prestigieux que l'Open d'Australie. Il déclare forfait au dernier moment. Il revient finalement en 2015. Et là, il revient aussi un petit peu à reculons, mais il nous sort
pour moi, jusqu'à cette année, le match contre Daniil Medvedev, un match de mutant contre Dustin Brown, c'était pour moi le plus gros match de l'histoire du tournoi jusqu'à cette saison. Et puis le lendemain, rebelote, il est un peu blessé et finalement il jette l'éponge, il abandonne. Donc j'aurais bien voulu, effectivement, pour que le divorce en un temps se transforme en belle histoire d'amour, qu'il aille au bout, qu'il mette tout ce qu'il a au fond de lui, avec le cœur, et qu'il déclare, qu'il abandonne pas. Mais bon, effectivement à 37 ans, effectivement à 37 ans, le corps prime. Oui. Donc la prochaine fois, il faudra mettre des Kleenex, des mouchoirs en papier avec le micro sur la table. Spécialement pour Arnaud. Parlons quand même de l'adversaire, puisqu'on parle de Wawrinka. Un mot quand même sur son adversaire, qui s'est donc retrouvé propulsé en finale après 17 minutes de jeu. Bublik, kazakh, Baptiste. Oui, il est qualifié pour sa troisième finale cette année, si je ne me trompe pas. C'est sa troisième finale. Donc il est habitué à performer. Voilà, ça a été un peu plus simple pour lui. Il arrive avec moins de temps dans les jambes. Mais est-ce que ça peut lui porter préjudice en finale, alors que Sonego arrive avec beaucoup de matchs dans les jambes? Il arrive avec beaucoup de motivation et de confiance en lui. Donc ça peut l'aider et ça peut désavantager Bublik pour la finale demain. Alors nous vous gardons encore quelques instants, monsieur le directeur du tournoi, pour évoquer cette finale. Mais d'abord, voyons les clés de cette rencontre demain ici au Moselle Open sur le court central Patrice Dominguez avec Flo Tonizzo. 10 ans après le doublé inédit de Jo-Wilfried Tsonga, Hubert Hurkacz n'égalera pas le nouvel actionnaire majoritaire du tournoi. Le Polonais, qui restait sur 7 victoires d'affilée aux arènes, a perdu son premier set sur le sol mosellan face à Lorenzo Sonego. L'Italien impressionne et n'a pas perdu le moindre set depuis le début de la semaine. Après Aslan Karatsev, Gilles Simon et Sébastien Corda, le joueur de 27 ans s'est offert le tenant du titre en 1h39. En face du filet, Alexander Bublik sera bien plus frais. Stan Wawrinka a dû déclarer forfait en demi-finale après 17 minutes et 3 jeux et demi, usé par ses exploits précédents. Le Kazakh va ainsi disputer sa 3e finale de l'année et le sol français lui réussit plutôt bien. Il a signé en début de saison sa première victoire sur le circuit ATP à l'Open Sud de France de Montpellier face à l'Allemand Alexander Zverev. La montagne sera un peu moins haute dimanche face à Lorenzo Sonego. Alexander Bublik a franchi les écueils avec courage sur ce Moselle Open. Après le Français Evan Furness, puis le Finlandais Emil Ruusuvuori, il est parvenu à hausser son niveau de jeu pour mater la fougue d'Holger Rune. Outsider de cette finale, Alexander Bublik va tenter de déjouer les pronostics. Roland Garros et le Masters 1000 à Paris en 2020, Eastbourne en 2021. Le Kazakh s'est incliné 3 fois en 3 confrontations face à l'Italien, clairement en chaleur depuis le début de la semaine. Une chose est sûre, cette finale surprise va sacrer une nouvelle nationalité au Moselle Open. Toujours en direct du village du Moselle Open, en compagnie de Baptiste Deveau, Arnaud Demerlet et Julien Bouter, le directeur du tournoi. Vous êtes d'accord avec Flo Tonizzo? C'est l'outsider, le Kazakh, demain, de cette finale? Finale inédite. Honnêtement, non. Mais comme je suis nul en pronostic, il faut pas... Faut avouer à moitié pardonner. Il ne faut pas me croire. Non, moi je pense que Bublik est le favori. Pourquoi? C'est un joueur qui est tellement difficile à lire, à décrire, à comprendre. Et comme on le dit, ces derniers mois lui ont quand même donné une certaine stabilité. Donc il arrive maintenant un peu plus à jouer avec à la fois son émotion. C'est un joueur on peut voir faire des choses complètement délirantes sur un terrain de tennis, même en termes d'interaction avec le public. Il peut sourire, il se moque de lui. Il a beaucoup d'humour, il est un peu barré. Et c'est vrai que des fois, quand on parle de certains joueurs qui peuvent être un peu lisses, là demain, on va avoir une finale, mais avec 2 personnalités. Et je pense qu'il est quand même favori pour une raison, c'est qu'il a une qualité de première depuis le début de cette semaine qui est assez incroyable. Et ça, je pense que ça peut le mettre à l'abri sur son engagement. Et face à lui, je pense que Sonego va pas avoir beaucoup d'ouverture. Donc même si vous vous dites vous-même pas très bon en pronostic, le Kazakh remporte demain le Moselle Open. C'est mon favori. C'est votre favori. Maintenant, j'écris pas l'histoire. Ouais. Arnaud et Baptiste.
Eh ben, moi, je suis pas d'accord avec Julien. Pour moi, c'est Lorenzo Sonego le favori. On regarde déjà du parcours, puisque Lorenzo Sonego est en mode Hubert Hurkacz. 4 matchs, 4 victoires en 2-7, alors qu'on voit très bien que, effectivement, Alexander Bublik est plus en difficulté. C'est vrai, sans faire injure, que ce soit Russell Vuori ou Evan Furness, il a quand même mis 3-7 pour les battre. Après, Holger Rune, c'est encore autre chose. Ouais. Là, c'est du haut niveau. Et puis, c'est vrai qu'au niveau des finales, c'est là où le bras ne doit pas trembler, où on doit sortir son meilleur niveau. C'est vrai qu'Alexander Bublik, il a un ratio un peu défavorable. Il a gagné une fois pour 5 défaites en finale. En face, Lorenzo Sonego, il est à 50%. 2 victoires en finale pour 2 défaites. Donc moi, je vois bien quand même Lorenzo Sonego s'imposer. Après, c'est vrai que la belle histoire, on parle des belles histoires. Celle de Alexander Bublik, elle serait aussi très belle. Vous savez que voilà, j'aime bien les petites émotions. Il vient d'être papa il n'y a pas très longtemps d'un petit Vassili. Il va nous faire une Gilles Simon alors peut-être. Ouais, peut-être une Gilles Simon ou peut-être une Bebeto, ce célèbre joueur brésilien où il avait fait le mime du berceau. Alors, un partout, c'est vous qui allez départager tout le monde, Baptiste. J'ai un peu le stress, mais je vais rejoindre Arnaud de Merlet. J'ai cru qu'il allait nous dire match nul. Ça existe au tennis. Non, oui, ça a existé. Ça a existé. Oui. Il y a longtemps. Il y a eu un match à Monaco, je crois, où les 2 joueurs ont été déclarés vainqueurs. Il faudra qu'on regarde ça dans les histoires du... Oui, je suis d'accord avec plutôt Arnaud, l'italien. avec tout ce qu'il a produit durant le tournoi, avec la confiance qu'il a gagnée. Puis ça serait vraiment la belle histoire pour finir en beauté devant le public messin. Et puis on parlait des confrontations, Florian Tonizzo en parlait. C'est vrai, il y a 3 victoires quand même pour Lorenzo Sonego. Mais surtout sur les 3 matchs, il y a eu un match à Roland-Garros, un autre match en France. Et voilà, et pas un 7 perdu. Il y a 7-7 au total. Et donc les 7-7 ont été remportés par Lorenzo Sonego. C'est quand même un petit ascendant psychologique. En plus de la forme, donc oui, je mise, désolé Julien, sur Lorenzo Sonego. Et 10 ans après la finale la plus rapide du Moselle Open, on s'en souvient, entre Andreas Seppi et Joe-Wilfried Tsonga, bah, ça serait cocasse. Donc demain, c'est donc Lorenzo Sonego. Les paris sont pris à 18h. On vous retrouve, messieurs, sur le plateau de Moselle TV. Pas d'alcool, toujours avec modération. Nous sommes, je vous le rappelle, à la télévision. Ça n'est pas la première fois qu'on a une finale surprise ou des finales surprises au Moselle Open, malgré des noms un peu plus ronflants dans les premiers tours. C'est surtout, on va voir le tableau, c'est surtout des finalistes un petit peu surprises. J'en ai cité tout à l'heure quelques-uns. On se rappelle tous, notamment, Julien s'en souvient, du sacre inattendu de Jérôme Hénel en 2004. Après, je suis remonté un peu plus loin. C'est vrai que 2017, Peter Gojovic, autre joueur ici de qualification, personne ne l'attendait. L'année d'après, encore un qualifié, Matthias Backinger. 2019, Aljaz Beden. Donc c'est vrai, la glorieuse incertitude du sport au Moselle Open, ça arrive très régulièrement. Maintenant, comme on l'a dit en tout début d'émission, Sonego Bublik, c'est une surprise. Parce que c'est vrai qu'on espérait, on attendait tous Hurkacz, Medvedev, ça aurait été la finale rêvée. Mais Bublik, Sonego, je suis désolé, ça a de la gueule. La surprise fait partie du tennis aussi, c'est pour ça qu'on aime ce sport, Julien. Oui, après quand on aime le sport, on aime les scénarios, on aime les belles histoires, on aime aussi découvrir les gens. Parce qu'il suffit d'un tournoi ou 2 pour révéler certains joueurs. Et puis après, il y a des choses qui s'installent. Personne ne connaissait Hurkacz l'année dernière, quasiment, il était 10e mondial. Et je suis sûr que des gens l'ont suivi tout au long de l'année. Il a été accueilli de façon admirable. Et pourquoi pas s'inscrire dans le même type de relation. Et de révélation, c'est aussi un peu le rôle de révélateur, c'est le rôle du Moselle Open aussi depuis un certain nombre d'années. Oui, bien évidemment. Après, on regarde le dernier US Open, il y a des surprises et il faut s'y habituer d'une façon ou d'une autre parce qu'on rentre dans une nouvelle génération. On a eu pratiquement 20 années qui ont été dominées par 5-6 joueurs. Et alors, je ne veux pas dire que c'était pas agréable, mais voir systématiquement des demi, Nadal, Djokovic, Federer et ainsi de suite, et les joueurs, ils se sont joués 50 fois les uns avec les autres tout au long de leur carrière. Alors bien sûr, c'est génial, c'est une page du tennis, mais l'époque où il y avait des joueurs comme Pat Cash, Pern Force ou autres qui visaient, qui brillaient sur un tournoi, c'est des histoires qui sont incroyables. Et on va rentrer dans cette ère-là où le top 10, top 20 va changer, où il va y avoir des surprises, des nouveaux visages et ça va qu'apporter de la richesse à notre sport. Voilà, vous avez donné vos pronostics, messieurs. J'ai 2 Sonego, 1 Bublik. Que disent les arènes et surtout le public des arènes dans ces pronostics pour la finale de demain? On écoute tout cela avec Flo Tonizzo. Sonego. Par rapport au match d'aujourd'hui où franchement il était très sûr de lui, était très fort au terrain, il a fait très peu de fautes.
Donc aujourd'hui, il a fait une bonne semaine à Metz et je le sens bien comme vainqueur du tournoi demain. Il a très bien joué, très bien servi. J'étais pour Sonego, du coup je suis très contente qu'il ait gagné aujourd'hui. He served quite well and I think he's pretty hyped, for the final. So I think it will be Sonego. He made a good impression on me here on the semi-final. Il est rapide, il a un beau jeu, j'aime bien. Sonego. Sonego, ça me plaît, oui, ça me plaît pas mal. Ouais, j'aurais plus Sonego quand même. Vu le match qu'il a sorti et tout, je pense qu'il est plus capable de battre Bublik. Bublik est un très bon serveur aussi, j'espère que ça va y avoir un match un peu serré. Sonego, yes, because I think he's aggressive when he plays and he has the attitude. So I think this is the final for him. Il est sur une lancée fantastique. Il est chaud là. C'est un bel Italien. Mais encore Un bon joueur qui a gagné. Franchement, battre le 10e mondial, quand même, il y a du niveau là. On voit qu'il est motivé, quoi. Et pourquoi Sonego alors par rapport à... De le voir jouer, là, il a quand même, on voit il est sûr de lui et tout. Je pense qu'il a ses chances, ouais. Mon cousin est italien et donc je suis de tout cœur avec lui. Par origine, on va dire. Je pense que Sonego est dans une bonne phase et tout, donc je pense que pourquoi pas Sonego vainqueur du Moselle Open cette année. Ce sera un beau match en tout cas. Évidemment, on l'espère, ce sera un beau match. Ce sera demain sur le court central Patrice Dominguez, 15h, Sonego contre Bublik. On ne va plus parler de cette rencontre jusqu'à demain. Je voudrais vous entendre quand même, parce que depuis le début de la semaine que nous sommes ici au Moselle Open, avec tous les reportages que les équipes de la rédaction ont fait, on entend parler beaucoup d'autres langues que le français. J'aimerais vous entendre là-dessus, Julien. Ça fait plaisir? Bien sûr que ça fait plaisir. Après, effectivement, c'est un petit peu tout notre challenge depuis la création en 2003. En 2003, c'était on va dire un tournoi vraiment messin. Après, ça a intégré tout le département, la région. Et puis maintenant, notre terrain de jeu, il est beaucoup plus grand, automatiquement, de par le plateau. Bien évidemment, la qualité du cours aussi, puisque là, les joueurs, j'ai pris au début, c'est aussi mon rôle, les impressions avec les nouveaux, comme Medvedev, comme certains joueurs qui n'étaient jamais venus. Ils me disent, un 250 avec une qualité d'accueil comme ça. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les joueurs, ils se parlent dans les vestiaires aussi. Bien sûr, ils ont plus de 200 mètres carrés, salle de musculation, ils ont des espaces, du confort. Et oui, ils nous disent que c'est vraiment une qualité exceptionnelle pour travailler. Et puis, comme on le dit, on est certainement le département le plus frontalier de France. On a toujours eu, quand on a eu les Belges, les Allemands, et c'est pour ça que dans la constitution du plateau, ce sont des choses qui sont importantes. Et on le voit au niveau de la billetterie, effectivement, on est capable de sortir des chiffres qu'il y a de plus en plus d'étrangers et qui viennent de loin pour assister au tournoi. Et ça fait partie de notre rayonnement, de l'attractivité d'un territoire. Et c'est pour ça qu'on y met cette énergie-là. Alors, on va parler maintenant quelques instants, puisque c'est l'actualité. Elle n'est pas ici au Moselle Open, c'est un autre étranger, bien qu'il parle bien le français. Évidemment, tout le monde pense à Roger Federer, qui s'est retiré officiellement la nuit dernière, donc après cette défaite en double avec Rafael Nadal durant la Lever Cup. Sentiment, émotion d'un ex-joueur du circuit? Lors de l'hommage, il y a eu énormément d'émotions. Mais après, au niveau de son... ça fait. Je parlais pour vous. Oui, mais étant dans le milieu, ça fait un an qu'il joue plus, ça fait un an qu'il n'est pas bien. Limite, on se dit, voilà, c'est demain qu'il va l'annoncer, quand est-ce qu'il va l'annoncer? Donc on savait que c'était fini. Contrairement à il y a 5 ans, où on trouvait qu'il n'était pas bien, hop, il revient, il s'est encore envoyé 2-3 grands chelems, il me semble, mais là on savait que c'était voilà, la fin, et puis on attendait juste le jour où il allait simplement prendre cette décision. Après, voilà, il a tout réussi dans sa carrière, je pense. Si vous deviez... à part une seule chose, voilà, c'est sa sortie, malheureusement. Mais ça, des fois, on le choisit pas. Si vous deviez le résumer. Si tu me permets, que moi j'aurais préféré qu'il termine ailleurs. On sait que la Rod Laver Cup, c'est un petit peu son bébé. Mais moi j'aurais rêvé, effectivement, qu'il termine une dernière fois, peut-être à Wimbledon. Ou même moi je rêvais peut-être des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pas en simple, parce qu'effectivement en simple, il n'avait aucune chance. Mais terminer peut-être en double mixte ou en double, comme il avait fait en 2008 avec Stan Wawrinka, peut-être ça lui aurait permis de faire une sortie peut-être
être un petit peu plus glorieuse. Un mot quand même sur comment Julien Boutin résume Roger Federer. Tout le monde a évidemment des superlatifs en tête. Quels sont les vôtres? Julien, il pense à Milan surtout. Oui. Non, mais c'était la boutade. Mais je disais tout à l'heure, il m'aura emmerdé vraiment toute ma vie. Ça, parce qu'effectivement, il me bat la première finale, il me bat en finale. Après, il crée une exhibition, parce que la Lever Cup, c'est une exhibition, certes de luxe, en face du Moselle Open. Et là, il annonce la fin de sa carrière au début du tournoi. Je dis, il y a vraiment, voilà, mais je pense qu'il a fini là, donc on va pouvoir passer à autre chose. Mais dans trêve de plaisanterie, il apporte énormément de choses. Et je pense que Est-ce que c'est le plus. Il y a eu une bataille sur les réseaux sociaux entre les fans de Roger, les fans de Rafa, ceux de Djoko. Est-ce que c'est le GOAT ou pas? Non. Non, c'est aucun des trois. Aucun des trois. Et d'ailleurs, je pense que les trois, aller les chercher, ça n'a pas de sens. Parce que si on prend leur performance, ce qu'ils ont fait, les trois, c'est hallucinant. Federer arrive, on se dit déjà, battre Sampras, ça n'arrivera jamais. Il le fait. Après, on dit, battre Federer, c'est pas possible. Il y a Nadal qui arrive, il éclate tous les compteurs. Et puis on se dit, et là, dans cette génération, il y a encore un troisième qui vient, qui s'appelle Djokovic, qui est entre guillemets le vilain petit canard, mais qui veut se faire aimer, et que c'est un mec qui est génial. Et bien, il fait mieux que les autres, à part bien sûr les différents événements de ces 2 dernières années. Et les comparer, c'est parce que, humainement, ils sont complètement différents. Ce ne sont pas les mêmes jeux. Tennistiquement, ils sont tous très, très différents. Et je pense que ça paraît moins sens. Non, pour moi, mais après, c'est une autre vision. Celui qui a révolutionné le tennis, et je pense qu'il a fait la chose la plus compliquée, c'était Borg. C'était le rendre populaire. Parce que rendre populaire un sport, il n'y a rien de plus beau. Après, ça ne dépend pas de niveau, mais c'est un charisme. Personne ne comprenait le tennis, à part les initiés, avant que Borg arrive. Après, mec, il est arrivé, un système de jeu, il s'est mis 2 mètres derrière la ligne de fond de cours au début de sa carrière, et puis il courait, il renvoyait la balle, il ne disait pas un mot. Donc tout le monde était capable de décrypter ça. C'était facile, on disait à un gamin de 10 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il court et il renvoie la balle. Tandis qu'analyser un jeu de McEnroe ou d'autres joueurs, venir prendre tôt, couper les angles, faire des volets pour qu'il y ait de rebonds, c'est délirant à comprendre. Et il a fait la plus belle chose pour un sport, c'est de le rendre populaire. Et c'est quelque chose d'incroyable. Donc pour moi, oui, la personne la plus importante dans le monde du tennis, c'est la superstar, parce que les filles, elles s'évanouissaient. Ça, on ne l'a pas vu avec Federer et Nadal. Mais les filles s'évanouissaient comme une rockstar. Donc je pense que Borg... Vous regrettez ça pour vous? Non, peut-être quand je jetais une raquette et qu'elle sortait du terrain, il y en a une ou deux qui auraient pu s'évanouir, mais pour d'autres raisons. Donc les joueurs du Moselle Open sont revenus sur leur première fois face à Roger Federer. Vous, c'était à Milan. On a vu d'ailleurs une photo assez cocasse circuler sur les réseaux sociaux où vous êtes après la finale avec un trophée quasiment aussi gros que le sien, alors que vous l'avez perdu. On écoute maintenant les joueurs du Moselle Open qui nous racontent leur première fois face au maître Roger. On a vécu tellement de choses, notre relation a grandi au fil des années. Le premier entraînement, j'avais 16 ans, j'étais allé à Bienne m'entraîner avec lui sur terre battue. On a vécu, voilà, comme je dis, on a créé notre relation tout au long des années. Je suis arrivé sur le tour, c'était vraiment un grand frère, c'était une chance énorme, le numéro 1 mondial, un mec top, un Suisse avec qui j'avais la chance de pouvoir énormément m'entraîner, de pouvoir jouer avec lui tout le temps, prendre beaucoup des conseils, l'appeler et tout. Et on est devenus amis par la suite avec toutes les expériences qu'on a eues, avec... je dirais, le meilleur moyen de finir, c'est en gagnant cette Coupe Davis ensemble, pour la Suisse, pour notre pays, qui quelque chose qui a toujours compté pour lui et pour moi. On a énormément donné pendant plus de 10 ans dans cette compétition, et c'est clair que c'était le rêve ultime de pouvoir le faire avec lui. Quand je l'ai joué la première fois à Toronto, je me rappelle que l'entrée sur le terrain, l'attente, là, je l'avais près de moi, alors que finalement, je l'avais beaucoup vu jouer à la télé, tout ça et tout, mais je ne connaissais pas. Et je me rappelle que quand il était juste là à côté de moi, je trouvais qu'il avait des gros mollets, des gros trucs. J'avais l'impression que c'était une caisse, alors que quand je le voyais sur le terrain, j'avais pas tant que ça l'impression que. Et puis ça, et le début de match, enfin son entrée sur le terrain, quand il déroule son palmarès à côté du tien, parce que toi tu viens d'arriver, donc tu as gagné 2 futurs et que lui, et c'était le début de match. Et je me suis dit, putain, j'ai rarement vu un mec pareil, un mec aussi fort, aussi beau, aussi charismatique, aussi tout ce que tu veux. Tu regardais, t'as l'impression qu'il brillait de partout, quoi. Et je me suis dit, et je me rappelle que Gaël m'avait dit ça, en fait. Il m'avait dit, tu verras,
il joue vite, mais ça va, tu t'habitues. Et il y avait 4-0 en 8 minutes. Et je pensais à Gaël, je disais, putain, ta gueule, ça, je m'habitue à rien du tout, je vois rien. Mais je m'étais habitué plus tard, puisque j'avais fini par gagner. Mais voilà, je me rappelle que la première impression que j'avais eue, là, quand tu l'avais vraiment à côté de toi et que c'est parti, je disais, ouais, quand même. Alors, tu avais déjà parlé avant? Je crois même pas, en fait. Hein. Je crois même pas. Ouais, j'avais pas dû le croiser. Non, je crois que j'avais pas croisé. Mais là, j'ai vu Jésus. Mais sinon, c'est bien sûr le premier rencontre contre lui. Je suis entré bien. C'était à Shanghai. Et c'était mon meilleur match contre lui. On a fait 3 matchs. 2 fois, c'était assez facile pour lui. Et ce match-là, j'avais vraiment des opportunités pour peut-être gagner. Mais j'ai perdu. Donc, c'est comme ça le tennis. Le résultat, il est fait. On ne peut pas le changer. Et oui, c'était un match assez impressionnant parce que moi, j'ai juste commencé à monter et c'était Shanghai. Et cours central énorme, beaucoup d'ambiance, contre Roger qui était en pleine forme à ce moment-là, si je me souviens bien. Et ouais, c'était à ce moment-là de ma carrière, c'était vraiment un match qui était énorme et qui m'a permis aussi de progresser derrière, parce que tous ces matchs comme ça, c'est une grosse expérience pour essayer de faire mieux après. Voilà, avant de laisser Julien Bouter rejoindre l'équipe de direction, parce qu'il y a encore fort à faire, un mot sur cette Lever Cup, donc elle est finie. On a vu quand même une sacrée belle photo sur les réseaux sociaux où il y avait 66 grands chelems à 4. C'est quelque chose qu'on pourra revoir à votre avis, où le tennis va plutôt tourner sur plusieurs noms? Alors, c'est ce que je vous disais, quand Sampras il avait tous ces titres du Grand Chelem, on se disait il n'y a personne qui peut faire aussi bien ou mieux. Et 15 ans après, il y en a 3 qui ont éclaté son record. Je ne sais pas, après les carrières, effectivement, elles s'arrêtaient à 30 ans, 31 ans par le passé. Maintenant, effectivement, avec des raquettes, rien que ça, moi je jouais avec une raquette qui faisait 400 grammes. Là maintenant, les joueurs comme Nadal ou autres, les raquettes elles font 320, 330 grammes. Donc c'est considérable ça en termes, vous imaginez 70 grammes chaque coup de moins. Donc il y a le matériel qui va peut-être évoluer, peut-être que les joueurs ils vont continuer à être aussi performants et longtemps dans le temps. Et puis il y a aussi une chose qu'on a vue, c'est le fait d'avoir lissé un petit peu le jeu sur les surfaces, ralentir un gazon avec un gazon plus dense, ralentir des surfaces indoor, où à l'époque d'Ivanisevic ou autre, il y avait 150 aces dans un match. Et donc ça a permis de donner de la possibilité à des joueurs très polyvalents et qui sont capables de gagner sur toutes les surfaces. Et c'est ce qu'ont fait ces 3 monstres-là. Donc pourquoi pas. Merci en tous les cas, Julien Bouter, d'être passé sur le plateau de Moselle TV. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir comme consultant, avec votre œil à la fois sur le terrain, mais aussi dans l'organisation du tournoi. On se retrouve demain donc pour savoir qui paye la mousse. Pour la victoire de Bublik. Pour la victoire de Bublik. C'est Sonego qui a la pression. Oui, très bien. Joli. Merci beaucoup, Julien Bouter. Un mot, messieurs, sur Roger Federer. On ferme cette page en même temps que le Suisse. C'était un moment d'émotion pour vous aussi? Oui, on a tous vu, je pense, les images avec Rafael Nadal en pleurs. Ouais. C'est vrai que c'est marquant de voir. Alors Roger, on sait que c'est quelqu'un de très sensible, mais voir Rafael Nadal, alors que c'est pas forcément, il est touché parce que ça a été son meilleur ennemi pendant plus de décennies, donc forcément ça nous touche. Après Roger Federer, au début de sa carrière, pour moi, je le trouvais un petit peu trop lisse, le gendre idéal. Ouais. Et puis au fur et à mesure de sa carrière, il faut reconnaître que c'était vraiment l'esthète avec un grand E par excellence. Un revers comme personne. Ouais, Stan Wawrinka, il est pas mal, mais d'une manière générale, c'est vrai, comme le disait Gilles Simon, quand on le voit jouer, tout est beau, tout est simple, tout est facile. Alors moi, à titre personnel, par rapport à Julien, qui parlait de Björn Borg, pour moi, le plus grand joueur, c'est André Agassi. C'est tout autre chose, parce qu'il a démocratisé un petit peu le tennis, qui était un petit peu, bobo à une époque. Et puis André Agassi, moins de titres, mais il a gagné les 4 titres du Grand Chelem, le titre olympique en simple, ce que n'a pas, par exemple, Roger, mais qu'a Rafael Nadal. Mais Rafael Nadal, par rapport à André Agassi, n'a jamais gagné le Masters en fin d'année. Parlons d'un gendre idéal avec un autre gendre idéal, Baptiste Deveau. Merci pour le compliment, je donnerai votre 06 plus tard. Arnaud l'a donné plusieurs fois en match, pendant les commentaires de match. Alors. Hors antenne, c'est pour vous, alors qui êtes le plus jeune des 3, c'est quand même quelque chose quand Roger Federer se retire?
Moi j'ai 25 ans, donc j'ai été bercé par la génération des... Vous n'avez connu que lui. Il place son âge quand même. Pour le numéro, c'est pour après. Non, c'est qu'on a été bercé par ces 3 monstres et les voir partir, ça nous fait beaucoup de mal. C'est comme ça avec les grands sportifs qui se retirent au fur et à mesure. On se dit, ils sont immortels, ils ne vont jamais s'arrêter, ils vont continuer de gagner, de remporter des titres. Et non, en fait, ils sont humains comme nous. En fait, ces monstres, ils sont humains. Et à un moment, ça s'arrête. Et en fait, on savait qu'il allait s'arrêter. Comme Julien l'expliquait, depuis 1 an, c'était difficile. Mais quand il annonce et qu'on voit ces images, et ben, ça fait quelque chose. Et c'est vrai que ça nous a un petit peu retourné hier soir quand on a regardé la fin du double. C'est vrai que c'est toujours assez étonnant de se dire qu'ils sont quand même adversaires. Ils se sont, pardon de l'expression, tirés la bourre avec Djokovic et Nadal. Et quand on voit Nadal qui lui tient la main, les deux sont en pleurs, alors qu'ils nous ont donné des matchs épiques, notamment à Roland-Garros. C'est incroyable, mais c'est ça qui est très beau aussi. Il faut avoir ses adversaires pour briller, pour être au sommet. Il faut avoir des adversaires de son niveau, de son calibre. Et sans Nadal, sans Djokovic, sans Andy Murray, Federer, peut-être qu'il n'aurait pas cette aura qu'on connaît. Voilà, donc bye bye Roger Federer. Alors les joueurs se sont-ils inspirés des coups du maître qui se retire donc des tournois officiellement? Nous vous proposons avec toute l'équipe de la rédaction et l'ATP Tour les plus beaux points de ce tournoi. En attendant évidemment la finale de demain. Voilà les plus beaux coups du tournoi avec la rédaction de Moselle TV qui a préparé ce sujet. C'est vrai qu'on a vu des belles choses. On a encore vu tout à l'heure lors de la demi-finale, la première demi-finale. Coup de gueule ou coup de cœur de ce tournoi pour vous, Baptiste Deveau? Moi, je suis un romantique, donc ce sera un coup de cœur. C'est tout d'abord le plateau que toute l'équipe du Moselle Open nous a proposé avec l'ex numéro 1 Daniil Medvedev, Hurkacz qui revient pour écrire l'histoire. Malheureusement, ça ne se passera pas comme ça. Donc vraiment, ce plateau est vraiment, par rapport à l'année dernière, des matchs de titans dès le mardi, mercredi, jeudi. On n'avait pas connu ça depuis très longtemps ici au Moselle Open, donc c'est vraiment appréciable pour le public, pour les amateurs de tennis, de pouvoir vivre des grands matchs qu'on regarde souvent à la télé, pouvoir les voir ici directement au Moselle Open. Je vais vous demander de vous mouiller. Est-ce qu'il y a un match particulièrement depuis cette semaine qui est le match que vous ressortez? Ou est-ce que c'est le même que tout le monde?
Mercredi soir. Je crois que c'est le même que tout le monde. Medvedev, Wawrinka en 3-7, c'est ça? Mais après, jeudi soir. Et j'ai beaucoup aimé aussi le match de Gilles Simon Goffin qui a été vraiment de très haut niveau. Voir Gilles Simon à ce niveau-là proposer ce tennis, ça m'a beaucoup touché. Et puis aussi, le moment où il a dit merci au public, ça a été vraiment très touchant. Ce moment où il a dit je vous aime, et ça venait du cœur. Vous êtes vraiment romantique, décidément. Ça nous a vraiment touché. Arnaud, coup de gueule ou coup de cœur sur ce tournoi, ou pour des joueurs, pour un match? Un des deux, enfin les deux, mon capitaine. Je vais commencer déjà par mon coup de gueule, je terminerai sur une note positive. Le coup de gueule, c'est les Français. Parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on n'en a pas en demi-finale. En demi-finale, et c'est vrai qu'on parlait de Lorenzo Sonego. Le tennis italien se porte comme un charme avec tous ces joueurs qui sont dans le top 10, top 15, Berrettini, Matteo qui a été en finale de Wimbledon. Et c'est vrai que la France cherche finalement des successeurs à toutes ces mousquetaires modernes, les Simon, les Monfils, qui vont progressivement tous arrêter. Donc ça, c'est dommageable. Et puis Hugo Humbert, que l'on attendait peut-être un peu mieux après son challenger remporté à Rennes. Donc ça, c'est une vraie déception. Mais effectivement, moi, ce que je retiens positivement, c'est ce jeudi de malade mental, avec donc quand même Hubert Hurkacz, Dominic Thiem. Après, on a eu Medvedev donc contre Stan Wawrinka. C'était digne d'un match du Grand Chelem, et pas le premier tour, hein. C'était un quart ou une demi-finale, parce qu'on a vu vraiment des coups insensés, des renversements de situation, un Daniil Medvedev qui ne voulait pas tomber, et qui a vraiment mouillé sa chemise, hein. Il n'était pas venu pour faire de la figuration. Et puis on a terminé par Holger Rune, quart de finaliste à Roland-Garros. Alors il a gagné son match du jeudi, pas du vendredi, mais vraiment, comme l'a dit Julien, comme tu l'as dit Baptiste, dès le mardi, dès le mercredi, des matchs incroyables qui prouvent encore une fois que cette édition 2019, elle est à mettre dans les annales. 2021. 2022. C'est la 19e édition. Merci de suivre le calendrier avec autant d'acuité. Un mot sur un sport que vous découvrez de plus en plus. La Fédération française de tennis et les organisateurs du Moselle Open ont souhaité mettre ce sport en avant. C'est un tournoi de tennis ici, 250 ATP, mais le paddle, puisque c'est son nom, prend de plus en plus d'ampleur pour faire venir de plus en plus de Français, de Françaises, de Mosellans et de Mosellanes à ce sport de raquette. Voici à quoi ça ressemble, le paddle. Petit frère du tennis, le paddle s'est fait une place de choix durant le Moselle Open. Installé en plein air, à l'entrée des arènes, la piste ne désemplit pas depuis son ouverture. Même le directeur du tournoi vient échanger quelques balles. Pour Julien Bouter, proposer cette activité en plein tournoi de tennis permet d'élargir l'offre du Moselle Open et surtout de rendre ce sport accessible au grand public. On a décidé de mettre ça ouvert à tous avec un accès gratuit pour pouvoir au moins s'initier et découvrir ce sport qui certes se rapproche du tennis fortement, mais qui permet une multitude de choix tactiques parce qu'on joue avec les rebonds, les zones, et c'est très différent en termes d'approche que le tennis, et c'est très convivial surtout et accessible à tous, puisque dès qu'on a joué une ou deux fois aux raquettes de plage, on est capable de commencer à s'amuser sur ce terrain. Une initiative appréciée des habitués de ce sport. C'est une bonne ambiance, c'est cool, c'est sympa d'avoir fait ça. En plus c'est en accès libre, pas besoin de réserver, ni trop de payer. Parce que bon, c'est quand même un truc qui coûte assez cher au long terme. C'est cool. Autre public qui profite de la piste de paddle, les ramasseurs de balles, car à force de rester statique durant les matchs, courir et empoigner la raquette sur le court, ça défoule. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour quand les ramasseurs sont en pause ou même pour les passants, c'est toujours une bonne activité pour se défouler, s'amuser avec des gens qu'on connaît, des copains, tout ça. Si vous aussi vous avez envie de tenter l'expérience, les raquettes et les balles sont prêtées gratuitement. Ne vous reste plus qu'à enfiler vos baskets pour un tour de piste. Voilà un reportage préparé par Anne-Sophie Gross sur le paddle avec une orthographe qui se discute puisque certaines fois c'est avec une rame et d'autres fois c'est avec une raquette. Une mauvaise nouvelle, malheureusement, il n'y a pas de Français en demi-finale pour la première fois depuis le début du tournoi en 2003. Ça, nous l'avons déjà dit. Et malheureusement, il n'y aura pas de Français en finale du double. Et non pas parce qu'ils ont été battus à la régulière, mais parce que Nicolas Mahut, après quelques minutes de jeu, nous étions, je crois, dans la première manche, s'est retiré en raison d'une douleur au dos. Donc Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin, la paire 100% française, eh bien, se sont retirés pour la finale. Ce sera une finale assez exotique entre Glasspool Eliovara, donc un Britannique associé à un Finlandais, face à Nice, monégasque, et Zielinski, un Polonais. Voilà. Zielinski qui est tenant du titre
puisqu'il avait remporté le tournoi l'an passé avec Hubert Hurkacz et Hugo Nys qui était finaliste, lui, l'an passé avec Arthur Rinderknecht. Donc il y a quand même une petite histoire derrière tout ça. Et Mahut a déclaré forfait à la fin du premier set qu'ils avaient perdu 6-4. À la fin du premier set. Merci beaucoup Baptiste Deveau et Arnaud Demerlet d'avoir été à mes côtés pour cette émission spéciale du samedi après les demi-finales. Merci également aux équipes dans la régie emmenées par Gabriel Chemin. Je vous rappelle les résultats donc de ces demi-finales. Lorenzo Sonego, l'Italien, a battu le tenant du titre, le Polonais Hubert Hurkacz, 7-6, 6-4 en 1h39 et il rencontrera en finale le Kazakh Alexander Bublik qui lui a gagné par abandon puisque Stan Wawrinka s'est retiré au bout de 17 minutes. Et par chance, c'est le premier match que Moselle TV vous propose de suivre ce soir, sinon ça aurait été un peu court. Donc ne zappez pas, tout de suite, eh bien, vous aurez devant vous Lorenzo Sonego contre Hubert Hurkacz. Et d'après les deux chroniqueurs de Moselle TV, c'est lui qui va gagner demain en finale. Évidemment, on en reparlera demain ici même à 18h. Bon match, à demain.